Voilà, et on l'a fait. L'idéologie, c'est la base même de tout. Si vous n'êtes pas d'accord entre vous, comment vous allez construire quelque chose? Je n'ai jamais vu des gens qui n'ont pas fixé le même objectif arriver au même point. L'idéologie du parti reste donc la base de tout. C'est un échange dans le sens de ce que l'on a appelé autrefois l'école du parti, les matinées politiques, où il y a des camarades du parti, des domaines différents, qui exposent pour apporter de l'information, pour former les camarades du parti de telle sorte à ce qu'ils soient outillés en ce qui concerne la marche du parti, la marche du pays et aussi l'actualité à travers le monde. L'idéologie dans un parti politique, c'est comme l'âme dans le corps d'un humain. Et un être humain sans âme est comparatif à un animal. Et donc, il était de notre devoir, nous, jeunes du parti, de venir mûrir nos connaissances par rapport à l'idéologie de notre parti. À l'issue de ces séances, le PPRD se veut une vision commune, un même combat, tous dans l'unité. 40 ans, 200 vivants et 40 ans au service de sa population. Et d'ailleurs, le professeur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum vient de recevoir des hommages du gouvernement pour avoir travaillé sur la recherche et les traitements du virus Ebola, même au-delà des frontières nationales. Un hommage digne de son rang lui a été rendu hier à l'hôtel Béatrice en présence de plusieurs personnalités et du corps scientifique. Alors, qui est le professeur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum? Retour sur son parcours dans ce reportage de Cédric Eboundo. Muyembe Tanfoum, un nom ancré dans la tête des filles et fils de la République démocratique du Congo et surtout évocateur du mérite congolais dans la lutte contre la dernière réapparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola. De la détermination, de l'engagement et de l'implication qui ne sont pas passés inaperçus. C'est lui le grand prix scientifique, prix Christophe Mérieux de la Fondation française portant le même nom. Depuis 2007, l'Institut français qui est le sélectionneur de lauréats récompense par ce prix de façon exclusive des équipes de recherche travaillant en permanence au sein de pays en développement touchés par diverses maladies infectieuses. En ce mardi 26 mai, l'Institut national de recherche biomédicale INRB vient de voir l'un de ses pairs récompensé pour son combat contre Ebola. Il rafle une somme évaluée à près de 500 000 €. Une contribution internationale de haute portée qui pourra permettre à cet institut de mener à bien ses recherches. C'est qui témoigne de l'expertise de ce Congolais qui a non seulement participé à la riposte mais aussi à la découverte du virus à la base de l'épidémie d'Ebola depuis 1976 à Yakumbu dans le Bandundu. Jean-Jacques Muyembe, c'est docteur en médecine de l'université Luvanium, actuellement université de Kinshasa, agrégé de l'enseignement supérieur en virologie et doyen honoraire de la faculté des médecines de Kinshasa et directeur général de l'INRB. En 1995, alors que l'épidémie frappait pour la 1e fois le pays dans sa partie ouest, précisément à Kikwit, le professeur a entrepris diverses recherches sur les virus Ebola. Avec son équipe, il a réussi à mettre au point des mesures particulières de contrôle d'Ebola sur les aspects tant descriptifs, cliniques, épidémiologiques, virologiques que thérapeutiques. Des mesures utilisées jusqu'à nos jours dans la gestion des épidémies en Afrique, notamment par la reconnaissance de maladies grâce à la définition simple et adaptée au contexte rural, à l'arrêt de la chaîne de transmission dans la communauté, les suivis de contact pendant 21 jours, ainsi que l'application des mesures hygiéniques nécessaires pour les enterrements et la sensibilisation des populations. A noter que le docteur Muyembe a également expérimenté la transmission du sang de convalescent d'Ebola sur 8 malades, ce qui a permis d'en soigner 7 patients, constituant ainsi les prémices du traitement expérimental appelé sérothérapie anti-Ebola, actuellement en développement à travers le monde. Pour rappel, le prix Christophe Mérieux lui a été décerné en mai dernier, motif de fierté pour toute une nation. Élection au total, 40 agents archivistes de la Commission électorale nationale indépendance sont en atelier de renforcement des capacités de la manière de gérer des documents de cette institution d'appui à la démocratie. Une session de formation qui permettra à la CENI de relever les défis pour la bonne organisation des scrutins électoraux prochains. Ces derniers devront à leur tour outiller d'autres archivistes à travers le pays. Reportage. L'organisation d'une session de formation pour les archivistes s'inscrit dans le cadre de la professionnalisation des agents de la CENI qui a été décrété comme, entre autres, mot d'ordre pour faire face aux défis qui nous a été lancé d'organiser des élections démocratiques
crédible et apaisée. Il ressort de l'expérience acquise à ces jours que les opérations électorales en République démocratique du Congo génèrent en grande masse des documents qui sont utilisés dans les différents circuits légaux internes et externes, répondant aux préoccupations et aux attentes administratives et décisionnelles, ayant pour quête l'authenticité de nos activités. Il importe donc pour nous d'agir en professionnel. Il va sans dire qu'il n'existe nulle part une professionnalisation sans formation et sans renforcement des capacités. Alex Kandé Moupampa, gouverneur de la province du Kasaï occidental, décide de relever sa province du chaos laissé par le départ des investisseurs suite au désenclavement de Kananga. C'est à ce sujet qu'il a choisi de s'allier à l'Angola via sa province Lunda pour procéder à l'ouverture par la mer du côté du pont Lobito, des deux autres ponts à partir plutôt des rivières Lueta et Kasaï. Le développement de la province du Kasaï occidental ne sera possible qu'en s'ouvrant au monde extérieur dans les échanges des expériences, commerce et culture. C'est la raison du choix de la province angolaise de Lunda Norte, une fois élu à la tête du Kasaï occidental. Le gouverneur Alex Kandé Moupampa, qui a trouvé Kananga prêt à être abandonné par les opérateurs économiques parce qu'enclavé, estime que le salut de cette ville, mais aussi de la ville de Chikapa et de la province tout entière, ne peut venir que de cette coopération. La province sera ouverte à la mer par les ports de Lobito et les produits manufacturés atteindront le Kasaï occidental dans un laps de temps. Tous les voyages sur Dundo sont porteurs d'espoir. Cette volonté du gouvernement provincial sous l'égide d'Alex Kandé rencontre l'assentiment des Angolais qui espèrent en la coopération qui apportera un plus à leur pays. Il ne reste plus qu'à impliquer formellement les opérateurs économiques du Kasaï occidental, bénéficiaires privilégiés de cette ouverture dans les processus, note Alex Kandé. Donc nous avons résolu de commencer cette coopération par l'ouverture officielle des frontières. Et pour aller de l'avant, nous avons envisagé l'importation de nos biens à partir de la voie de Lobito. Pour cela, il faut des moyens, des infrastructures, tant du côté des frontières déjà ouvertes que des nouvelles frontières à ouvrir. Nous sommes un peu bloqués du côté de Chikapa par les projets de la BAD, qui sont encore en chantier, qui vont permettre l'écoulement aisé des marchandises depuis Chikapa vers Kananga. Mais du côté de Kalambambouji, là, nous avons effectivement pris langue avec une société qui a pu, dans le cadre d'un partenariat public-privé, construire déjà ou procéder à l'ouverture de 200 premiers kilomètres qui vont jusqu'à Lueta. Et nous nous sommes également mis à commander des ponts qui sont arrivés, vous les avez vus hier. Avec ces ponts, nous allons facilement avoir la traversée facile sur les deux rivières, donc la rivière Lueta et la rivière Kasaï. Dans cette machine de la recherche du salut du Kasaï occidental, le gouverneur implique l'Assemblée provinciale, les membres de son gouvernement, les services, mais aussi les investisseurs. Célébration ce 11 juillet de la Journée mondiale de la population sous le thème « Population vulnérable dans les situations d'urgence ». Le monde s'engage à lutter pour garantir les besoins des femmes et adolescentes avec 60 millions de déplacés forcés dans le monde. À la fin 2014, seule la paix et la sécurité peuvent résoudre ce problème. Population vulnérable dans les situations d'urgence, c'est sous ce thème qu'est célébrée cette année la Journée mondiale de la population. Thème qui vise à mettre en exergue le besoin particulier des femmes et des adolescentes durant les conflits et les catastrophes humanitaires. 60 millions, c'est le nombre de déplacés dans le monde à la fin 2014. La RDC compte au 31 mars 2015 plus de 2,8 millions de personnes déplacées internes et 240 000 réfugiés. En cette journée mondiale de la population, nous appelons la communauté nationale à redoubler d'efforts pour protéger la santé et le droit des femmes et des filles. Nous devons nous mettre les femmes, les adolescentes et les jeunes dans les conditions leur permettant de jouer pleinement leur rôle dans les négociations et la consolidation de la paix et le relèvement, et veiller à ce que les gouvernements se conforment au droit international et traduisent en justice les auteurs de violences sexuelles.
En donnant priorité à la santé, aux droits et à la pleine participation des femmes, des adolescentes et des jeunes à la vie publique, nous accroissons nos chances de voir naître un monde plus juste, plus stable, plus pacifique. Le gouvernement congolais, par le biais de son ministre du Plan, s'engage à garantir les besoins des femmes, jeunes filles et adolescentes. Nos interventions visent essentiellement à renforcer l'État, parce que renforcer l'État et consolider la paix constitue pour nous la première réponse. Une réponse durable. Nos interventions visent à renforcer, certes, la sécurité, mais à mettre en place et mettre en œuvre des politiques inclusives. Et elles sont rendues, ces interventions, d'autant plus opérationnelles qu'elles s'inscrivent désormais dans un cadre mondial de renforcement de la résilience des populations face au changement climatique et aux catastrophes naturelles par l'implication des communautés nationales et locales. Au regard de ces chiffres, l'autonomisation des femmes, des adolescentes et des jeunes s'avère importante afin de préserver leur bien-être, mais aussi de répondre à leurs besoins et préoccupations spécifiques. Projet sous-régional d'électrification de la ville de Goma à partir du Rwanda dans le cadre de la CEPGL et dont les poteaux haute tension passeront par le territoire de Nyiragongo. La société civile de ce territoire hausse le ton. Son vice-président Antoine Gadijé condamne la manière par laquelle l'initiateur de ce projet transfrontalier compte procéder dans l'acquisition des espaces où passeront ces poteaux haute tension à Nyiragongo. Reportage Patrick Sialouha. Oui, le projet du courant régional, c'est un projet encouragé, mais quelque chose qui continue de s'entrechoquer dans les idées de la population. C'est sur le point de l'indemnisation qui a été prononcée par le maire de la ville de Goma ainsi que le Mohamed Achefé de Bukumu, qui disent que pour l'indemnisation des propriétaires de terre, c'est un 0,5 $ par mètre carré. Donc, vous comprendrez que dans une surface de 30 mètres carrés, donc les propriétaires de terre bénéficieront 15 $, bénéfice de 15 $. C'est que nous condamnons à notre niveau avec notre ville. Et nous demandons à ce que les propriétaires fonciers soient remis dans leurs droits. Ça veut dire qu'on les indemnise conformément à une loi, ou donc qu'on répond à leurs besoins. Vous savez que la population du territoire de Nyiragongo, c'est une population à vocation agro-pastorale. Donc ils vivent que l'agriculture et l'élevage. Et s'il faut céder leurs terres, il faut que quand même qu'ils soient indemnisés. Nous soutenons le projet. Vous savez qu'avec le courant, on peut initier d'autres activités génératrices de revenus qui seront aussi bénéfiques à la population du territoire de Nyiragongo. Mais ce que nous condamnons, c'est la manière dont on envisage leur indemnisation. Ce que, à la société civile, nous voudrons assez que le gouvernement congolais puisse revoir le type du projet, aussi le voir les droits des propriétaires fonciers. Ça veut dire donc. Le gouvernement à la rescousse des victimes des atrocités des ADF, le vice-premier ministre de la décentralisation et affaires coutumières est arrivé hier à Béni avec une enveloppe du gouvernement congolais pour assister ces familles des victimes des atrocités des ADF et des déplacés. Salomon Banamouéré a aussi profité de l'occasion pour annoncer l'effectivité très bientôt de la décentralisation. Le vice-premier ministre d'État, décentralisation et affaires coutumières, a dévoilé l'objectif de sa mission dans cette partie de la province après sa descente d'avion à l'aéroport national de Mavivi. Salomon Banamouéré dit venir apporter une assistance aux populations victimes de l'atrocité attribuée aux rebelles ougandais ADF. Je suis envoyé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, sous la coordination du chef de l'État, président de la République, venir voir la situation des déplacés, surtout ceux des derniers mouvements du 26 juin, donc les événements que nous avons connus, ensemble avec vous. Avec la combinaison d'efforts au sein du gouvernement congolais, il croit à la fin de cette guerre qui n'a que trop duré en ville et territoire de Béni. Il faudrait que nous sachions que parallèlement à l'effort, aux efforts qui sont consentis par la République du côté de l'armée, du côté de la police, du côté des services, de la République à travers le gouvernement,
voir aussi dans quelle mesure il peut apporter une assistance auprès de se déplacer, tout en sachant que la solution la plus durable, c'est que la guerre se termine, elle va se terminer. Étant le patron de la décentralisation en République démocratique du Congo, il a précisé en outre que le démembrement des provinces en RDC est une réalité et qu'incessamment, la province orientale en fera objet. Très bientôt, nous allons connaître l'installation de provinces, de nouvelles provinces issues du démembrement de la province orientale, également pour la province de l'Équateur. Demain, déjà, nous allons terminer avec la CIE Katanga et la CIE Kassai orientale. Notons que Salomon Banamouiri est accompagné à Béni par le ministre Nzanzoukarli Kassivita de l'Agriculture en province du Nord Kivu. Béni, Erika Smouissi, Biwan. En sport, football, les Léopards Junior Dames reçoivent les Namibiennes demain au stade Père-Affaire de la Kétul dans le cadre des deuxièmes tours des éliminatoires mondiales 2016 en match aller Nouvelle-Guinée-Papouasie. Ce match compte pour la manche aller et le match retour se jouera dans 2 semaines à Windhoek, la capitale namibienne. Elles ne sont plus qu'à quelques heures du rêve. Les Léopards Dames de la République démocratique du Congo sont au bout d'un billet pour le mondial 2016. À la clé, une large victoire contre la Namibie les mettrait à l'abri d'une surprise désagréable dans 2 semaines à Windhoek en Namibie. Entre-temps, la victoire dimanche au stade Père-Raphaël de la Kétul est de mise. Ce match compte pour la manche allée du second tour des éliminatoires du mondial junior Dames Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016. La République démocratique du Congo n'est pas à sa première tentative de qualification pour une Coupe du Monde de la catégorie junior. En 2016, les Léopards étaient en Russie. En 2008, elles avaient joué au mondial chilien. Le passé récent démontre que les Congolaises ont des ressources pour faire rêver. Elles ont étrié les Gabonaises par 5-0 à Kinshasa et se sont imposées à Libreville par 0-1. Maintenant, c'est aux dames de jouer. Toujours en sport, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi sera reçu ce dimanche par le club Mogrem Tétouan du Maroc en match comptant de la 2e journée de la phase de groupe en Ligue des champions de la CAF. L'autre match du groupe verra Al Hilal du Soudan s'opposer à Smoua d'Égypte. Patrick Kosumba pour le reportage. Après l'élimination de l'association sportive Vita Club de Kinshasa par le stade malien en 8e de finale de la Coupe de Confédération africaine de football et de Sa Majesté Sangabalende de Mbuji-Mayi autour des cadrages de cette même compétition par le Zamalek d'Égypte, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi reste le seul club congolais en lice à la compétition africaine interclub de la CAF. Engagé à la Ligue des Champions, le Corbeau de la ville préfère en découdra face à Maghreb Tétouan du Maroc ce dimanche en match comptant de la 2e journée des phases de groupe en Ligue des Champions de la CAF. Tenu en échec lors de la première journée sur le score de nul blanc face à Al Hilal du Soudan au stade de Kamalondo, les hommes de l'entraîneur français Patrice Carteron ont l'obligation de l'emporter pour prendre la tête du groupe aux Égyptiens de Soumoua, victorieux lors de la première sortie devant le Maghreb Tétouan du Maroc. Dans l'autre match de ce groupe A, Al Hilal du Soudan offrira son hospitalité à Soumoua d'Égypte, leader du groupe avec 3 points, suivi des Mazembe et de Al Hilal, 1 point chacune, et le Maghreb Tétouan ferme la manche avec 0 point. En culture, le festival RDC annonce déjà les couleurs de sa 5e édition qui va se dérouler du 16 au 18 juillet prochain à Kinshasa. Un événement culturel pour la promotion de la musique hip-hop congolaise sera organisé par l'ASBL Racine Alternative. Ce rendez-vous musical connaîtra la participation des artistes congolais et africains avec comme particularité la tenue des conférences débats dont le thème retenu est le modèle économique de la musique, le cas du hip-hop congolais. Le festival est prévu du 16 au 18, comme on l'avait dit. Le 16, ça va se passer à la 7e rue Limété. Donc pour cette 5e édition, on a pris le risque de sortir quand même de la halle de la Gombe. Et Dieu seul sait que
Tout à l'heure, on va peut-être discuter des éventuelles difficultés, mais c'est, comme on dit en anglais, more expensive, c'est-à-dire c'est très cher pour nous de pouvoir faire ça. Mais on doit le faire parce que, comme dit mon ami, mon jeune frère Ziziti, qu'à un moment donné, il faut avancer, même si ça coûte cher, même si on va quand même arriver à le faire. Alors, le 17, ça va se passer ici, à partir, je vais dire le 16, ça va être à la 7e rue, à partir de 15h, si tout va très bien, mais je sais qu'en fait, la législation oblige que l'on travaille à partir de 16h quand on a fermé le bureau. Mais bon, on va voir comment on va piloter cela, mais nous, on préfère dire à partir de 16h, comme ça, on sait passer le maximum de groupes par rapport à ce qu'on fait. Alors, le 17, ici, ça va être ici à Delabodé, pour 3000 francs. Il faut un verre d'eau. La valse se calcule en degrés Celsius. On ramène tous les styles sur le canal. T'as rien envie à Paname, salam. Si tu viens pas, c'est haram. Bienvenue au festival, l'air du cielo comme un casse. Viens qu'on respire l'air du l'ambiance Gawello. Nous allons nous séparer sur ces belles images d'exposition d'œuvres d'art. Le contexte d'exposition est africain. Art Job 2015, un cadre où des œuvres d'art sont exposées. Chaque objet d'art est un message particulier. Vous pouvez également faire un tour pour palper du doigt et à vue d'œil voir vous-même. C'est à la place des évolués. Et voilà, c'est sur cette note de culture que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous.